Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de tous ces grands meurtres d'État, Ben Barka, de Broglie, les meurtres du Sac, l'affaire Boulin aussi, Bérégovoy, comme évidemment Apolline de Malherbe n'en parlera pas jamais. Elle croit à la fausse version officielle. Nous, non. Et c'est pour ça que nous invitons Pierre de Frébourg qui a enquêté sur ces affaires. On dira tout. Tout va être dit ce soir. Je me demande même si 1h30 c'est assez. Je pense que non. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Les trois Laurent Michelon, Laurent Arthur Duplessis et Laurent Ozon y écrivent ce mois-ci. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous aurez 7 jours d'essai gratuit. Le dernier Laurent Ozon, né néoconservateur, une élite impériale aux éditions Géopolitique Profonde. Allez-y, vous allez vous régaler. Alors je suis très content, je reçois Pierre de Frébourg. Cher Pierre, toi tu enquêtes sur ces affaires dont on ne connaît rien aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on ne sait pas qui a été le commanditaire, pourquoi on a assassiné tous ces gens. Des affaires souvent très sales. Et tu as découvert des choses, des points communs, c'est que beaucoup d'entre elles sont liées à la corruption d'État et elles sont aussi organisées. Enfin, je veux dire, les meurtres ont été organisés pendant des vacances, pendant des jours fériés. Explique-nous un peu. Bonsoir Mike et merci pour ton invitation. En fait, tu as raison, ce qui m'a intéressé, c'est surtout de faire un lien un peu particulier sur une coïncidence que j'avais remarquée entre deux affaires. En fait, j'enquête pas sur toutes les affaires parce que je serais pas crédible, étant donné que ça prend beaucoup de temps. Je me suis concentré surtout sur une affaire qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'affaire Boulin, effectivement. Mais en m'intéressant à l'affaire Boulin et en lisant le livre absolument remarquable de Benoît Colombat, Un homme à abattre, qui est une somme de 500 pages avec énormément de documents, beaucoup de témoignages, je me suis aperçu, comme il le dit très justement, qu'effectivement l'affaire Boulin c'est la boîte noire de la Ve République et qu'il y a des liens avec possiblement effectivement d'autres affaires. Et je me suis intéressé à un hasard du calendrier, en fait. Là, il n'y a pas de lien direct entre ces deux affaires, mais si ce n'est celui du hasard du calendrier. Une coïncidence qui est tout à fait justement, actuelle. Tu m'as parlé d'Olivier Marleix, du pseudo-suicide d'Olivier Marleix, et justement, ça a un lien. Oui, tout à fait, mais ça, on y reviendra plus tard, si tu veux bien. En fait, la coïncidence que j'avais relevée, c'est celle du 29 octobre. J'ai écrit un article qui s'appelle en fait le calendrier des barbouzes parce que j'avais remarqué. Article. J'avais remarqué qu'en fait sur 11 affaires, il y avait systématiquement une intervention en fait pendant les jours fériés ou à proximité des vacances. Et je me suis intéressé, essayer de savoir pourquoi en fait ça s'est passé toujours à ces moments-là. Bon, il y a des explications, mais on va revenir sur cette coïncidence première. C'est le 29 octobre. 65, Mehdi Ben Barka est enlevé devant la brasserie Lippe. Alors, Mehdi Ben Barka, pour les jeunes qui nous regardent, oui, était le premier opposant du roi Hassan II, du roi du Maroc. Oui, voilà. Tout à fait. C'était un militant tiers-mondiste à l'époque, en pleine décolonisation, marocain, et qui avait une aura intellectuelle très reconnue et qui militait pour justement unifier les luttes du tiers-monde. Et donc effectivement, il était dans le collimateur très clairement du roi Hassan II. Donc il est enlevé le 29 octobre 1965 devant la brasserie Lippe. D'ailleurs, si vous allez boulevard Saint-Germain devant la brasserie Lippe, il y a une plaque commémorative de l'endroit précis où il a été enlevé. Il a fait l'objet donc de cet enlèvement. En plein jour en plus. Oui. En fait, c'était une souricière, c'était un traquenard. On lui a donné rendez-vous à déjeuner à la brasserie Lippe pour évoquer le projet d'un film, documentaire. C'était complètement bidon. En fait, il y avait des complices qui l'avaient attiré dans ce restaurant. Et là, opportunément, il y avait 2 policiers français qui ont procédé à un contrôle au moment justement où il se trouvait devant la brasserie.
Ils l'ont invité à le suivre dans leur véhicule et Ben Barka, en fait, est parti. On l'a plus jamais revu. Voilà. Alors, on sait qu'il est parti à Fontenay-le-Vicomte, en Essonne, dans une villa qui appartenait à Bouche-Sèche. Bouche-Sèche, c'est un truand du milieu qui était en fait impliqué dans cette affaire également. Non, c'est la police nationale française amène quelqu'un chez un truand. C'est pas mal ça. C'est ce qu'on appelle le feu orange, c'est-à-dire faites ce qu'il faut faire. Si ça se passe mal, c'est pas l'État qui aura les mains sales. Si ça se passe bien, voilà. Donc bon, effectivement, il s'est retrouvé chez Bouche-Sèche et on l'a plus retrouvé après. Effectivement, on n'a plus aucune trace. Aujourd'hui même, 30 octobre, donc c'est-à-dire on a fêté les 60 ans de cette affaire hier, pas plus tard qu'hier. Un journaliste américain et un autre journaliste qui est spécialiste de l'Afrique nous révèlent qu'ils ont eu la possibilité de consulter des documents secrets, y compris israéliens, et il semblerait, c'est tout frais, hein, ça date d'hier, il semblerait qu'ils aient été en capacité d'élucider beaucoup de choses, et notamment la façon dont Ben Barka aurait été tué. Il aurait été noyé, pour le coup, je sais pas, dans une baignoire, en fait, je crois. Voilà. Donc, cette affaire-là, on est en 65, et on se retrouve, mais alors 14 ans après, jour pour jour, le 29 octobre 79, même modus operandi, c'est-à-dire qu'on va enlever, séquestrer, et puis, disons les mots, assassiner Robert Boulin, ancien ministre. Ancien ministre. Qui a été 15 ans ministre. Alors, Boulin a été 16 ans ministre. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, qui nous regardent. Oui, c'est intéressant parce que Boulin, et c'est là que j'en reviens à ce qu'on disait en introduction, c'est la boîte noire de l'affaire Boulin, c'est la boîte noire de la Ve République. Boulin, c'est un ministre qui détient le record de la longévité ministérielle. À une époque où on met plus de temps pour préparer les gouvernements que leur durée de vie, Boulin, c'est inversement proportionnel. C'est quelqu'un qui a effectivement commencé sa carrière en 61, qui la termine tragiquement en 79, et il y a une parenthèse de 2 ans entre 74 et 76 où il ne sera pas ministre. C'est précisément le moment où Jacques Chirac sera Premier ministre. Et est-ce que Boulin, c'est un type qui aurait pu être président de la République en 81 ou 88, s'il n'était pas assassiné? On ne peut pas faire de la politique fiction comme ça. Non, mais est-ce qu'il avait le calibre, je veux dire? Est-ce que c'était de ce niveau-là, quoi? Alors, Boulin avait une réputation de ministre technicien. C'est-à-dire que c'était pas quelqu'un qui prenait la lumière. C'était pas quelqu'un qui se mettait en avant. C'était pas quelqu'un qui était un amateur de petites phrases. C'était un excellent négociateur, mais surtout, c'était un gros travailleur qui connaissait ses dossiers sur le bout des doigts et qui faisait surtout quasiment le travail d'un conseiller ministériel, alors qu'il était ministre lui-même. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment connaître ses dossiers. Donc c'était un homme de dossier. Est-ce qu'il aurait pu être président de la République? Ça, je sais pas. En tout cas, une chose est certaine, c'est que en octobre 79, on parle de lui pour Matignon. Le 5 octobre, le président Valéry Giscard d'Estaing, alors que Boulin est maire de Libourne et député de la circonscription correspondante, depuis 20 ans. C'est-à-dire que Boulin, il a toujours été réélu dans son fief à Libourne, à la fois maire de 59-79 et député. Et donc, Giscard le met en lumière, carrément, hein, le propulse, parce que Barre est affaibli. On est effectivement à quelques encablures de 81, de la préparation de la présidentielle de 81. Et Giscard braque les feux de la rampe sur Boulin. Alors que Boulin, c'est absolument pas un ministre qui avait l'habitude de ce genre de traitement. C'est pas. Il a très bien compris que c'était un piège en fait. Hein. Il savait qu'il y avait un calcul politique derrière. C'était neutraliser en fait les hostilités du RPR contre l'UDF. On est en pleine guerre des droites, une guerre qui fera des morts. Ça a commencé par De Breuil. Et c'est là que je reviens avec mes coïncidences, si vous voulez, par rapport aux vacances ou aux jours fériés. C'est que De Breuil est assassiné un 24 décembre. Boulin, donc, et Mehdi Ben Barka... De Breuil, un autre ministre, ancien ministre. Je reviens juste à une parenthèse. Boulin et Ben Barka, c'est la semaine de la Toussaint, en pleine vacances de Toussaint, juste avant la Toussaint. Et donc, De Breuil, effectivement... Voilà, on a mis le calendrier. Oui. 29 octobre, 3 juillet, 24 décembre... Ah, le 4 mai, tiens. 4 mai, ça c'est... Oui, c'est l'Ascension. Ah, c'est l'Ascension? C'est l'Ascension. D'accord. 30 octobre... Ah ben oui, c'est 7 avril, quoi, c'est Pâques? Oui. 1er mai, Oui, 7 avril. 11 novembre. 11 novembre. C'est-à-dire,
pourquoi est-ce que tous ces gens sont assassinés un jour férié ou pendant des vacances? Alors, il faut distinguer il faut faire très attention quand on enquête, il faut distinguer le factuel du spéculatif. Donc là, on va entrer dans le champ spéculatif. Mais par contre, il y a des choses qui sont intéressantes sur la notion de congé et de jour férié. Évidemment, quand on est en congé, quand l'État est en congé, les services centraux de l'État, il y a beaucoup moins de monde, il y a des permanences, ça met plus de temps, les informations à transiter d'un service à l'autre. Les services de police et de justice, bien entendu, fonctionnent toujours, mais pas à plein régime comme on pourrait le penser. Il y a des congés, forcément. Et puis, la presse est un peu moins sur le qui-vive, ou bien elle traite d'autres choses. Les journalistes sont là, évidemment, toujours à travailler sur toutes les dépêches. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a aussi, par exemple, des phénomènes logistiques intéressants à exploiter. C'est-à-dire que ça circule bien pendant les congés. On peut faciliter un retrait d'un assassinat. Par exemple, Henri Curiel, qui est assassiné le 4 mai 78 en pleine ascension, le modus operandi, c'est quoi? Il prend son ascenseur, il descend au rez-de-chaussée, il ouvre la porte de l'ascenseur, il prend 2 balles, et en fait, les gens qui lui ont tiré dessus, ils n'ont aucune difficulté à disparaître très rapidement en plein Paris. Ça circule. Il n'y a personne. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant à remarquer. Et par rapport à Boulin Ben Barka, ben oui, c'est juste avant la Toussaint. Et donc, ça permet de créer un climat où finalement, on va prendre un peu plus de temps pour enquêter. Et on sait très bien que ce qui est important, si vous voulez, c'est de trouver les premiers éléments très rapidement pour réussir à élucider un crime. Donc, quand on met un peu plus de temps parce qu'il y a un petit peu moins d'efficacité, à la fois au plan policier, mais aussi au niveau de la justice, c'est plus difficile de saisir un juge pendant les vacances judiciaires. Quand vous assassinez le juge Renaud le 2 ou le 3 juillet, il n'y a personne pour s'occuper de l'affaire. Et effectivement, et là on y vient à Olivier Marleix, on peut remarquer, mais c'est peut-être une coïncidence, il ne faut pas en tirer une conclusion hâtive, Olivier Marleix, c'est le 7 juillet sa mort. Et donc on est juste avant les vacances judiciaires du 14 juillet au 31 août. Voilà.